Merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Première question pour enchaîner, donc le format pour rappel, donc une demi-heure de petit entretien et ensuite la possibilité pendant une quinzaine de minutes, 10-15 minutes de poser des questions à Kevin et Philippe. La première question pour reposer un petit peu le contexte en une minute chacun, quelques faits marquants et puis reposer un peu des chiffres, le contexte pour vous présenter à notre audience aujourd'hui. Bonjour à tous, donc écoutez, merci d'être ici. Alors, Société Générale, je pense que vous connaissez tous. Donc, peut-être pour poser le contexte, il y a trois grandes divisions dans la Société Générale. Il y a toute la partie banque en France, donc les groupes Crédit du Nord, Société Générale, Boursorama. La partie banque à l'international, avec des présences fortes en Europe de l'Est et en Afrique du Nord. Et toute la partie banque de financement, donc ce qu'on appelle banque de grande clientèle et de solutions investisseurs. Donc, c'est les salles des marchés, les financements structurés, la gestion d'actifs, etc. Donc, Kevin et moi travaillons dans cette partie-là et donc je suis responsable informatique global sur cette partie de la Banque Société Générale. Et aujourd'hui, en fait, je pense que vous savez tous, dans les domaines bancaires et financiers, il y a beaucoup d'informatique. On va dire que historiquement et stratégiquement, à la Société Générale, on a tendance à développer en interne beaucoup de nos applicatifs. On utilise aussi évidemment des applicatifs du marché, mais on a quand même une présence et une stratégie forte autour du développement. Donc aujourd'hui, la DSI dont je m'occupe, pour vous donner quelques chiffres, c'est 1500 applications et à peu près 7000 collaborateurs, dont beaucoup de prestataires, répartis à travers le monde. Merci. Et donc, bonjour à tous, Kevin Bruyère. Alors, je ne suis pas responsable mondial des systèmes d'information. C'est mon backup. C'est mon voisin. Un petit copier-coller malencontreux. Donc moi, je travaille à la direction des risques, et notamment la direction des risques sur opération de marché. Et j'ai plus particulièrement en charge la transformation de cette direction, ainsi que la supervision des équipes qui produisent tout ce qu'on appelle les métriques de risque et les métriques de valorisation pour les activités de marché de l'ensemble du groupe SG. Et la majorité de ces activités de marché étant dans la banque de grande clientèle. Quelques chiffres peut-être. On parle de 700-750 personnes dans le monde, la moitié à Paris, le reste réparti entre New York, Londres, Hong Kong et l'Inde. On produit un peu plus d'1 milliard de données par jour que l'on certifie, 1,2 milliard au dernier comptage. Puis ça continue à évoluer. Donc effectivement, on est confronté à des enjeux de taille et d'échelle avec Philippe. Merci beaucoup. Alors la première question, puisque du coup on parle d'entreprise agile, donc la première question que j'ai envie de vous poser à l'un comme à l'autre, c'est si vous deviez expliquer le principe d'agilité d'entreprise à quelqu'un qui n'y connaît rien du tout, qu'est-ce que vous pourriez lui dire? C'est une très bonne question. Merci beaucoup. C'est plein de choses et on détaillera, mais pour moi, un des fondamentaux de l'entreprise agile, c'est, et Jean-Christophe donc en parlait un petit peu ce matin, c'est vraiment d'avoir l'informatique au cœur du métier, de l'entreprise. Donc une agilité forte, une proximité très forte IT et métier, tout en s'appuyant sur je dirais des capacités transversales et des façons de faire qui se veulent transversales à l'ensemble de l'entreprise pour éviter de répliquer, réinventer des choses de manière locale. Donc proximité et aussi, c'est ce qui caractérise nos transformations, et aussi capacité à ne pas inventer la roue trop souvent. Moi, je dirais pour moi, une entreprise agile, c'est d'avoir une entreprise qui s'adapte, qui est flexible, qui s'adapte à son environnement. Donc évidemment, dans l'environnement, il y a les clients, mais il n'y a pas que les clients, en tout cas quand on est une banque. On a aussi tous nos régulateurs, et qui a compris ou comprend que pour s'adapter, elle doit s'appuyer sur le rapprochement de ses collaborateurs, et pour faire simple, la collaboration entre les différentes divisions. Et donc dans notre cas, évidemment, la collaboration entre l'IT et les métiers, puisque l'IT est définitivement au cœur de notre quotidien. Ouais, voilà, je dirais ça. Et puis peut-être je rajouterais une entreprise qui s'adapte et qui est capable de mener des transformations incrémentales, plutôt que de faire des gros big bang. Ok, c'est déjà très, très complet comme réponse, super. J'ai une question pour vous, Philippe, du coup. À quand remonte votre premier souvenir d'agilité? Comment est-ce que vous êtes tombé dedans, si j'ose dire?
Ça fait très Obélix et Astérix, cette histoire. Je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. Voilà, donc, non, mais c'est vrai que ça fait un certain temps qu'on parle d'agilité à ce général. En fait, le témoignage qui me revient spontanément, c'est des équipes dont j'avais la supervision sur la partie marché de capitaux, qui en 2011 sont venus me voir en disant, alors à l'époque, on a des process quand même assez importants dans notre entreprise. On parlait de sécuriser les projets, de méthodes SDLC, de méthodes de gestion de projet, on va dire, assez industrielles. Et ils sont arrivés en disant non, mais nous, on fait de l'agilité, on est capable de livrer rapidement du code, mais de bonne qualité et avec un niveau de qualité en production qui est bon, de manière plus itérative, plus rapide, donc les fameux sprints et méthodos, Scrum, et même Kanban et Scrumban à l'époque. Donc quand on a vu ça et qu'on a vu que ça marchait, encore une fois, dans plusieurs équipes, on s'est dit, bon ben super, ça apporte vraiment de la valeur, ça permet de livrer plus vite, et donc on s'est engagé dans cette transformation qu'on a appelée transformation agile. Bon, je suis un peu schématique dans mes explications, mais c'est pour vous donner les grands éléments. En 2014, on avait à peu près la moitié de nos équipes qui travaillaient dans ces façons-là, donc encore une fois des sprints, des itérations assez rapides de 2 à 3 semaines avec des gens du métier qui participaient au backlog et évidemment en rétrospective, etc. Alors ça, c'était bien, mais on avait quand même un écueil, c'est que les applications qu'on fait, elles sont quand même assez grosses, elles sont bien imbriquées dans notre système d'information, et donc on arrivait à livrer, à produire du code plus vite, mais malheureusement, c'était embouteillé, et donc ça n'allait pas jusqu'à la production. Et on sait bien que pour l'informatique, la valeur de ce qu'on produit, c'est ce qu'on livre en production. Ce n'est pas la doc ou ce n'est pas du code qui reste en phase de tests unitaires, de tests d'intégration, etc. Donc c'est là où on a pivoté, ou en tout cas on a rajouté un étage à la fusée de transformation qui était sur la partie DevOps, le Continuous Delivery, donc monter vraiment des plateformes logicielles qui nous permettent le plus possible du besoin jusqu'à la production. Donc en passant par les phases de construction, de tests unitaires, de tests d'intégration, de tests de recettes, d'automatiser ces pratiques en utilisant ce que vous connaissez, des GitHub, des Jenkins, des Maven, enfin des open source du marché qui ont été faits par les géants du web en grande partie. Donc ça nous a permis d'aller jusqu'à la production. Donc en fait, notre phase de 2-3 semaines, qui restait, on va dire, dans un goulot d'étranglement de tests, a été jusqu'à la production, donc ça c'était très bien, ça nous a permis, encore une fois, je connais certains d'entre vous qui travaillaient sur ces applications, de passer des grosses applications de gestion de risque sur nos gros portefeuilles, de release toutes les 3 mois à toutes les 3 semaines. Des applications qui sont legacy, qui portent des millions de lignes de code, donc voilà, donc on a réussi à faire des choses vraiment qui ont eu de l'impact pour nos métiers. Maintenant, on restait dans des logiques encore très applicatives. Et donc, c'est là où on a été, encore une fois, donc on va dire jusqu'au bout de la transformation, je dirais, avec l'agilité à l'échelle, qui était comment est-ce qu'on va chercher des chaînes de valeur métiers, et je reviendrai dessus peut-être, pour être encore plus efficace, pas sur une logique application par application, mais pour un besoin métier qui traverse un ensemble d'applications. Ok. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir le métier et l'IT réunis, ce qui est parfois assez rare, pas ici. Du coup, question pour vous, Kevin, vous représentez le métier, contrairement à ce que dit cette slide un peu facétieuse. Donc comment est-ce que ça s'est matérialisé? Comment est-ce que ça s'est mis en pratique, cette culture et surtout ces pratiques agiles au sein des équipes métiers que vous dirigez? Alors peut-être déjà d'où ça vient, peut-être effectivement chez nous. Oui, tout à fait. Donc, pareil, en 2011. En fait, on sortait d'un projet informatique. À l'époque, j'avais un autre rôle. J'étais adjoint CEO pour les activités de marché Fixed Income. Et on sortait d'un projet informatique pour les traders qui n'était pas bon, qui n'avait juste pas du tout livré ce qui était attendu. On avait un legacy système d'information historique qu'on savait devoir faire évoluer. On était au milieu d'une réforme réglementaire, donc on avait une hard deadline, on avait une contrainte forte sur le timing. Et encore plus important, on avait un problème de proximité entre les utilisateurs et les développeurs.
Et en fait, c'est au moment où, que décrivait Philippe, où les équipes côté high-tech commençaient à faire de l'agile. Et en fait, on a trouvé un intérêt tout de suite, évidemment. Moi, ça me cochait toutes mes cases. J'avais plus d'effet tunnel, j'étais capable d'adapter mes livraisons de manière incrémentale, je me rassurais sur ma hard deadline, et surtout, j'étais certain que ce qui allait livrer allait effectivement correspondre aux besoins des utilisateurs. Donc on a commencé comme ça. Et puis ensuite, on s'est rendu compte qu'on avait un problème de cycle sur la gestion de portefeuille projet, où assez classiquement, je pense, comme dans toutes les grosses entreprises, on avait un cycle de gestion de portefeuille projet annuel qui était calqué sur le cycle budgétaire. Et malheureusement, ça a des marchés, les cycles ne sont pas du tout annuels, sont plutôt semestriels, voire trimestriels, parfois un peu plus courts. Et puis donc on s'est dit, pourquoi on n'essaierait pas d'appliquer de l'agilité à la gestion de portefeuille projet. Donc ça, c'est ce qu'on a essayé de faire, ce qui nous a permis aussi de remonter un peu dans la hiérarchie et commencer à on va dire, peut-être pas éduquer, en tout cas à éveiller l'esprit de nos dirigeants sur ce que les méthodes agiles pouvaient nous amener. Et puis effectivement, maintenant, on arrive à la dernière phase où on a besoin de passer à l'échelle, non plus seulement de s'appuyer sur les équipes informatiques qui, elles, sont agiles et qui sont en lien avec les métiers, mais vraiment d'embarquer toutes les équipes jusque les métiers. Justement, donc vous parlez d'échelle, de framework, vous en parliez aussi tout à l'heure, Philippe. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous considérez utiliser un framework du marché? On a cité le nom de SAFe. Ou est-ce que, oui ou non, mais où est-ce que vous l'avez adapté? En fait, comment ça se passe, le framework, chez vous? Alors, je pense que, chez nous, mais je pense que c'est pareil pour tout le monde, hein. Il faut vraiment partir de la culture de l'entreprise et de l'objectif de la stratégie qu'on se fixe. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a pris. Donc, pour aller un cran plus loin dans notre transformation, donc comme je le disais, il y a un an et demi, on avait déjà pas mal transformé notre périmètre applicatif avec du continuous delivery, du DevOps. Maintenant, on restait encore très centré sur des applications qui étaient multi-métiers plutôt. Et nos utilisateurs nous disaient, bon, écoutez, c'est bien, ça va mieux, mais en termes de time to market, quand on a une nouvelle idée, souvent, on doit toucher à plusieurs chaînes applicatives ou plusieurs applications. Et oui, mais donc, si celle-là livre en 3 semaines, celle-là en 3 semaines, celle-là aussi, à la fin, ça fait plutôt 3 mois que 3 semaines toujours. Donc, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Deuxième sujet, je l'ai dit, on a une grosse DSI, on a qui peut parfois être un peu en silo, donc on a des compétences qui sont fortes, mais avec des éléments fonctionnels un petit peu, on va dire, distribués au niveau de la DSI. La question qu'on avait, c'est comment est-ce qu'on tire encore plus d'efficacité, comment est-ce qu'on tire encore plus de co-création sur des pratiques transversales très fortes qu'on avait dans notre ADN, sur l'architecture et sur la production, avec des nouvelles façons de travailler. Donc, pour nous, c'est là qu'on a pivoté sur l'agilité à l'échelle. Donc, des feature teams, donc des pizza teams, feature teams, whatever. Donc, des équipes d'une dizaine de personnes, multi-compétentes, co-localisées sur des chaînes de traitement, métiers ou opérationnels, et donc qui touchent à plusieurs applications qui sont nécessaires pour livrer la valeur sur la chaîne. 1. 2. On a beaucoup insisté, donc on a réintégré en fait le support applicatif qui était fait en termes d'organisation à côté dans ces feature teams, dans ces pizza teams. Donc on a insisté aussi pour dire il faut qu'on garde des forces de rappel et justement de co-création sur nos frameworks, sur nos pratiques transversales à l'échelle de l'informatique, pour ne pas diluer ces pratiques et pour pouvoir engager encore plus les collaborateurs. Et donc on est parti sur du management horizontal, en mode chapitre, guild, même ligue, donc une guild obligatoire en termes d'architecture, en termes de production au niveau de l'informatique. Donc un modèle qui est très proche du modèle Spotify, voilà, pour ne pas le nommer. Mais on n'est pas parti du modèle Spotify, on est parti de ce qu'on voulait faire, et puis finalement, en faisant, on s'est dit, on atterrit sur un modèle Spotify. Donc c'est comme ça qu'on se transforme, donc par tribu, en découpant les tribus en feature team, avec un alignement métier en fonction de la stratégie du métier de chaque tribu. Et évidemment, on a tous des gros projets à gérer, les gros projets, ça continue à exister, c'est réglementaire, c'est métier. Et donc dans ce cas-là, nous, on part sur un modèle SAFe, pour, on va dire, mettre en dépendance ou mettre en commun les livraisons des différentes feature teams. Quand
on a des projets qui nécessitent, on va dire, ce type de modèle. Ça marche très bien, mais il y a quand même, on va dire, un coût d'entrée et un coût de fonctionnement de Safe qui est assez important. Donc globalement, pour schématiser, on utilise ce modèle sur nos très gros projets, et sinon on essaye d'utiliser quelques ingrédients du modèle pour des projets de plus petites envergures. Et du coup, sur le modèle SAFE, la plus grosse adaptation ou l'adaptation la plus notable que vous avez fait au regard de votre contexte, s'il y en a une qui vous vient en tête, ce serait laquelle? En fait, on utilise le modèle SAFE, on va dire un peu Tenken sur les gros projets. Et après, sur les plus petits projets, on prend ce qu'on a gardé qui tourne plutôt bien pour nous, c'est la partie PI planning. Le fait de dire, toutes les 10 semaines, enfin, on va dire à fréquence régulière, de mettre en commun, enfin de réunir les équipes qui travaillent sur le même projet pour pouvoir partager leurs contraintes, leurs problèmes, leurs dépendances, et donc quelque part dérisquer un petit peu certains éléments de livraison du projet. Ça marche bien, et on a même côté métier des bons feedbacks que je laisserai Kevin commenter sur le sujet. Justement, vous me tendez une perche parfaite. Franchement, est-ce que ça marche, l'agilité à l'échelle, à la Société Générale? Est-ce que vous avez un cas concret de victoire à nous partager, si la réponse est oui? La réponse est oui, sinon je ne suis pas sûr que je serais là en fait. Mais Ça dépend, vous pourriez être facétieux et dire je suis venu vous dire que ça ne marche pas. Non, la réponse c'est oui. Alors je pense que tout le monde a en tête, finalement c'est facile de faire marcher un petit projet en agile. Et d'ailleurs très souvent on s'est rendu compte que les équipes fonctionnaient déjà, et nous on est juste venus plaquer des noms, des concepts sur souvent ce qui était déjà réalisé au quotidien. Ça se complexifie un peu quand on parle chaîne de valeur et qu'on va embarquer la production. C'est en train de se faire, ça fonctionne. Encore une fois, c'est une transformation profonde, donc ça prend un petit peu de temps. Et pour moi, effectivement, le stade vraiment très compliqué, c'est de gérer les gros projets transverses. Donc moi, j'ai la chance quelque part d'avoir sous ma supervision un gros projet transverse. Donc on a mis en place un train, etc. Donc c'est un peu plus de 200 personnes full-time qui bossent là-dessus. Et oui, ça marche. Il y a un coût d'entrée, c'est évident, c'est clair. Et maintenant, moi je suis content. Pourquoi? Parce que, ça délivre, c'est quand même un peu l'objet, mais ça délivre à peu près dans les temps. Deux, mes collaborateurs, et notamment les sponsors locaux, sont très contents. Le feedback, je pense, c'est celui-là que Philippe pensait. J'attends. Qui est arrivé et qui est assez révélateur. Voilà, quelqu'un de très senior chez moi qui vient voir, il dit c'est génial, et puis avec planning, j'ai enfin l'impression de faire avancer mon projet, j'ai enfin l'impression de discuter les vrais enjeux, de pouvoir partager avec les équipes high-tech et pas juste le chef de projet, les équipes qui codent mes enjeux, leurs contraintes, et trouver des solutions ensemble, travailler vraiment main dans la main, et surtout j'évite ces comités de pilotage interminables où j'avais l'impression de perdre 80% de mon temps parce qu'on parlait au mieux 20% de mes sujets, le reste c'était de l'administratif ou de la com, bref voilà. Donc oui, les équipes sont contentes de travailler comme ça, et j'irai un cran plus loin, on commence à voir arriver vraiment, ça y est, le changement se pollinise dans les équipes métiers, et on voit maintenant les équipes, on a une équipe qu'on a appelée MacTech, c'est juste l'agrégation de deux de nos acronymes, quelque part, donc ça ne vous parlera pas, je suis désolé, mais c'est juste pour illustrer. Et voilà, les équipes maintenant ne veulent plus être séparées physiquement, veulent continuer à travailler, produisent des plateformes extrêmement intéressantes pour nos besoins de reporting, par exemple. Donc on voit cette transformation réellement s'opérer et porter ses fruits. Ok. Et du coup, une question pour vous, Philippe, les bénéfices de l'agilité à l'échelle, si vous pouviez nous partager des facteurs clés de succès, parce qu'on est sur un très gros périmètre, donc pour vous, qui l'expérimentez au quotidien, quels seraient finalement à partager avec notre public des facteurs clés de succès pour que ça fonctionne aussi bien que ce que nous explique Kevin? Ouais. Alors pour être très franc, tout n'a pas marché du premier coup. Tout ne marche pas encore complètement, évidemment. Donc déjà, on a encore beaucoup de choses à transformer. On a un quart de nos équipes qui sont vraiment, enfin la moitié qui sont en cours de transformation, et un quart qui ont atteint ce qu'on a appelé un MVP, donc un minimum viable product de transformation. Un sujet, encore une fois, peut-être qu'on n'a pas forcément bien pris dès le départ, c'est ce qu'on a appelé la Product Management Team, donc c'est les métiers qui sont en face des tribus
IT, donc Tribu, hein, c'est à peu près 100-150 personnes à peu près. Donc c'est vraiment les sponsors métiers d'un niveau assez haut. Et en fait, quand on a commencé à se transformer, on a essayé de découper en feature team par chaîne de valeur, avec les bons product owners, donc métiers en face des chaînes de valeur. Mais en fait, on a souvent, au début, embarqué le niveau au-dessus des métiers après, ou pendant. Et en fait, c'est une erreur, il faut les embarquer le plus possible au début, parce qu'évidemment, comment on découpe la tribu ou les feature teams, ça dépend de la stratégie du métier, et ce n'est pas un modèle qu'on applique, ça dépend vraiment de la stratégie et du contexte. Donc ça, voilà, on a appris, donc c'est peut-être un facteur clé de succès, évidemment, qu'on utilise maintenant, c'est d'embarquer, on va dire, le top management métier, évidemment IT, mais dès le départ, et d'avoir, donc en fait, avant de démarrer une transformation pour un périmètre, on a un comité de validation de la transformation quelque part, et on veut vraiment avoir l'IT et le métier qui sont présents et qui portent cette transformation ensemble dès le départ. Donc ça, je pense que c'est un facteur clé de succès d'avoir un vrai engagement du métier dès le départ, et que ce ne soit pas un sujet qui est uniquement porté par l'IT. Ça nécessite évidemment, peut-être que le cœur de la transformation, c'est un changement de culture hyper fort pour l'IT et pour les métiers. Donc l'IT, j'ai 80, peut-être quasiment 100% de nos équipes qui doivent être upskillées, hein, donc les développeurs qui font de la prod, les gens qui font de la prod qui remontent aussi dans les chaînes de valeur, je dirais, côté business analyst ou côté développement technique. Voilà, donc les business analysts aussi qui doivent faire du TDD, du BDD. Donc quelque part, tous les acteurs, les managers, j'en parle pas, les managers sont aussi vachement impactés dans cette transformation en termes de façon d'être, en termes de culture. Ça aplatit aussi un petit peu l'organisation en termes de couche managériale. Enfin voilà, donc côté IT, c'est une transformation qui est très profonde et qui disrupte vraiment, qui change vraiment la façon de travailler. Donc on a besoin d'un sponsorship super fort et aussi de pérennité dans la transformation. Au départ, quand on crée nos feature teams, en général, on a plutôt une baisse de valeur à apporter parce que les gens travaillent sur plusieurs applications, ils ne connaissent pas, il faut qu'ils apprennent. Donc, voilà, donc cette volonté, on va dire, managériale forte de porter la transformation, de prendre du risque dans cette transformation. Vous allez me dire, on est banquier, c'est notre boulot de prendre du risque. Okay, donc, je ne l'ai pas dit. Vous noterez. Mais voilà, donc il faut être conscient que ça apporte de la valeur, c'est hyper positif, on est super engagé et content. Mais au départ, il faut quand même y croire. Et il faut porter cette croyance. Et cette croyance, pareil, côté métier, qui voit ça au départ comme une méthodo, pour ceux qui ne sont pas aussi embarqués que Kevin, parce que tout le monde n'est pas à ce niveau-là, il faut montrer des preuves concrètes de valeur pour les embarquer dans cette transformation. Et petit à petit, ça marche. Et c'est super, parce que ça apporte de la valeur, ça apporte de l'engagement, ça apporte de la proximité, ça réduit les risques, mais ça n'arrive pas tout de suite. Et donc on entend qu'il y a une différence un petit peu encore de maturité dans l'appréhension de l'agilité au sein de la Société Générale. Pour autant, Kevin, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la Société Générale, globalement, est une entreprise agile? Et si c'est non, la réponse, est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est réalisable? Alors la réponse franche, c'est non. Pas encore. C'est très honnête. Voilà. Non, blague à part. Je pense qu'il y a des pans de la Société Générale qui deviennent agiles. On en parle beaucoup. High-Tech est très en avance, les équipes de Philippe, un certain nombre de métiers qui travaillent avec les équipes de Philippe commencent à se transformer. Maintenant, on n'y est pas, et on n'y est pas, en tout cas à l'échelle, clairement pas. Parce que pour revenir sur ce que dit Philippe, c'est un changement culturel. Et il faut bien voir d'où on vient. On vient d'un changement culturel, d'abord initié côté informatique, IT, avec tous les facteurs clés de succès nécessaires de toute transformation, quelque part. Là, la complexité, c'est d'arriver à enclencher un changement culturel presque en même temps, à la fois dans les équipes informatiques et dans les équipes métiers. Et ça nécessite d'avoir le bon niveau de sponsorship, ça nécessite d'avoir les top managers qui sont convaincus, qui sont capables eux-mêmes de trouver dans leurs équipes les relais qui vont pousser cette transformation. Et en plus de ça, qu'on soit capable de les accompagner avec les coachs, les équipes projets qui vont bien pour les aider à dérouler. Donc c'est lourd, c'est compliqué, c'est long. Et évidemment, l'étape numéro 1, c'est qu'il faut que tout le monde soit convaincu. Ce n'est pas encore le cas. Maintenant, on le voit se polliniser dans le groupe, objectivement, soit dans les équipes informatiques, les différentes équipes informatiques du groupe, ou dans les équipes métiers.
on le voit arriver, donc ça va venir. Et la deuxième question, est-ce que c'est souhaitable ou réalisable? Souhaitable, oui, j'en suis convaincu. On parlait de définition d'une entreprise agile tout à l'heure. Si vous regardez un petit peu le business model des banques aujourd'hui, on se retrouve avec une demande client accrue, extrêmement forte, qui demande de plus en plus des services de qualité, des nouveaux services. Tant mieux, développer le business. De l'autre côté, un environnement réglementaire qui ne cesse de nous mettre un peu plus de pression, et ça ne va pas s'arrêter, contrairement à ce qu'on aurait pu espérer. Et donc tout ça met sur pression notre business model, donc mécaniquement, pression sur les coûts. Si vous ajoutez ces trois éléments-là, à un moment, on ne peut pas rester comme on est. Et l'entreprise agile, pour moi, est la bonne réponse, en tout cas une bonne réponse qu'on aurait tort d'occulter. Et donc je dirais que oui, il faut que ça soit mis en œuvre. Donc, mais si la question de est-ce réalisable ou pas ne se pose pas. Il faut qu'on y aille, la question c'est comment on y va et à quelle vitesse. Mais du coup, la question, vous la donnez, comment on y va si on se pose la question de savoir les next steps pour ancrer encore plus la culture, les pratiques agiles, selon vous, l'un et l'autre, peut-être en 1 minute chacun, quelles seraient-elles, ces next steps? Peut-être avant de répondre à votre question et pour rebondir sur ce que disait Kevin, si je peux. Allez-y, on exposera le timing, c'est pas grave. On reste là. Non, mais on parle beaucoup de transformation agile. Je pense que cette transformation agile, pour rebondir sur ce que tu disais sur le besoin du client, le besoin du régulateur, on a aussi une transformation digitale d'open banking à gérer. Donc en fait, on ouvre notre système d'information sur des logiques de plateforme à l'ensemble de nos clients, multicanaux. C'est vrai sur la partie retail, mais c'est aussi vrai sur B2B, dont on s'occupe. Donc on a ce besoin d'immédiateté de livrer plus rapidement de la valeur à nos clients, à nos régulateurs, à nos marchés. Et donc voilà, on a aussi toute cette partie de transformation digitale, APIisation du système d'information, découpler le front-end du back-end, les data lakes, etc., etc. Et pour moi, et en fait on en discutait avec la personne qui a drivé la transformation du cloud chez Netflix, et à la question qu'est-ce qui fait que les transformations cloud ne marchent pas bien, il donnait une réponse qui est pour moi assez intéressante, qui est de dire c'est parce qu'en fait pour y arriver, il faut transformer le système d'information en API microservices et il faut des approches agiles. Et il faut du cloud. Et pour nous, c'est ça un petit peu le point pour aller plus loin aussi, par rapport à votre question quand même que je n'ai pas oublié. C'est vraiment articuler ces trois transformations qu'on pousse et qui sont, je dirais, indispensables à l'entreprise de demain. Donc transformation des infrastructures, transformation des façons de travailler via l'agilité, et transformation de l'architecture de nos applications via, on va dire, les microservices au sens large et les nouvelles technologies. Donc c'est ce qu'on porte pour aller plus loin. Et puis, peut-être pour les next steps, c'est aller encore plus loin sur ces trois leviers-là. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, on a à peu près une partie de nos équipes qui est dans ces transformations. Donc, il y a encore continuer à investir et continuer à transformer les équipes sur les prochaines années. Notre ambition, c'est d'avoir à peu près en 2020 une entreprise, on va dire, agile dans le domaine de la BFI. Il y a un sujet sur la partie engagement des collaborateurs qui reste assez fort. J'ai parlé de changement, de transformation, de upskilling de l'ensemble de nos collaborateurs. On insiste beaucoup sur tout ce qui est justement parcours de carrière, accompagnement des ressources humaines, accompagnement dans la transformation, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Les managers se posent des questions de c'est quoi mon futur rôle dans cette transformation. Un développeur et peut-être certains d'entre vous dans la salle se disent j'ai pas forcément envie de faire de la prod non plus, donc comment est-ce qu'on les engage dans cette transformation? Voilà, donc il y a tout un côté vraiment people, et c'est notre plus grosse force chez nous évidemment, qui reste un sujet de préoccupation, on va dire, non pas parce qu'on ne les accompagne pas, mais parce que c'est une transformation permanente, embarquer le métier, embarquer l'IT au quotidien. Donc le sujet vraiment humain, pour moi, c'est changement de culture et formation, donner du sens aux gens, reste un sujet qui est encore un petit peu devant nous.
Et c'est du coup une réponse que vous partagez. Kevin, vous voulez ajouter quelque chose sur ces next steps, au moins sur votre périmètre, peut-être un peu différent de celui de Philippe, du coup? Oui, un peu différent. Ouais. Malgré la slide, malgré on la revient. slide. Je vais vous la faire jusqu'à la fin. Effectivement, moi, il y a deux choses qu'on voit côté métier en ce moment. Donc, je partage complètement le point sur l'infrastructure, qui est juste évident. Et on voit bien que les besoins à venir vont nécessiter absolument cette transformation d'infrastructure. Donc, c'est en cours, tant mieux. Mais celui-là, voilà, il faut le réussir, sinon ça deviendra un point bloquant. Et après, juste garderai le point sur l'humain, sur l'upskilling, côté métier. En fait, encore une fois, on a commencé par cette transformation côté IT. Elle est maintenant bien avancée, même s'il reste beaucoup de boulot. Côté métier, elle est beaucoup plus récente en réalité. Elle a, sur les 5 dernières années, elle a peut-être touché 100 personnes. Ouais, 200, je ne sais pas. Mais il nous reste quasiment tout à faire. Et là, c'est un changement de culture. Donc effectivement, ça va prendre du temps. Il faut qu'on recrute les bonnes personnes, qu'on les repositionne, qu'on donne de la valeur dans nos parcours de carrière au rôle de product owner, au rôle de product manager, qui sont des rôles qui n'existent pas du tout aujourd'hui officiellement dans nos structures. Et un des points complexes pour nous, une complexité croissante, supérieure, pardon, c'est quelque part côté IT, quand vous redéfinissez ces rôles-là, vous pouvez les redéfinir sur tout IT d'un seul coup. Là, on est confronté au fait qu'il faudrait qu'on arrive à les redéfinir dans tous les métiers en même temps. Et du coup, il faut qu'on arrive à mettre les différentes personnes à peu près d'accord sur un différent référentiel. Et on voit bien que là, il y a un peu de travail. Ouais. Je vous propose maintenant de passer à des questions, si vous en avez. Mais on va inverser un petit peu les rôles pour vous chauffer un petit peu. Je vais proposer à Kevin et Philippe, s'ils ont envie, de vous poser à vous une question, à ce public-là qui d'habitude a le plein pouvoir de poser des questions aux gens qui sont sur scène. Là, on inverse un peu. Donc, est-ce que vous avez des questions, au moins une, à leur poser, peut-être au regard de vos problématiques actuelles, si vous avez envie de les partager avec eux? Ça peut être l'occasion. Qu'est-ce que vous avez envie de leur poser, éventuellement? Pour rebondir sur la partie un petit peu changement de culture et embarquement des équipes, je pense qu'un des points aussi qu'on est en train d'à peine aborder et qui me préoccupe, c'est passer d'un mode de reconnaissance, on va dire, dans la performance qui est très individuel dans la banque, il ne faut pas se le cacher, en tout cas dans notre partie de la banque, à un mode de reconnaissance collectif. En fait, à la fin, ce qu'on juge, c'est la performance d'une équipe, donc d'une feature team, par exemple. Et donc, je voulais savoir si effectivement vous aviez mis en place, vous aviez des conseils à nous donner, on va dire, sur ces façons d'assesser la performance, de donner Est-ce que quelqu'un se sent de répondre à cette question de Philippe sur la performance en équipe plutôt que la performance individuelle? Il y a des gens qui ont déjà réfléchi à cette question. Là-bas, j'ai quelqu'un. Merci, bonjour. Alors du coup, moi je travaille dans une petite société beaucoup plus petite que la Société Générale. Néanmoins, la question a été abordée. Et donc nous, il y avait également ce problème en effet d'engagement des collaborateurs. Donc est-ce qu'ils s'engagent par rapport à ce qu'ils font eux? Est-ce qu'ils s'engagent par rapport à une équipe? Est-ce qu'ils s'engagent par rapport à un produit, etc. Et donc une des options retenues, ça a été de mettre en place ce qu'on appelle des OKR, donc des Objective Key Results, donc notamment adoptés par les GAFA. Je crois que c'est à l'origine Google qui avait proposé ça. Et donc l'idée, c'est de dire, il faut pour que le collaborateur s'engage, il faut qu'il arrive à avoir vraiment toute la vision, qu'il puisse posséder pleinement la vision de la société. Donc l'idée, c'était de dire, on fixe des objectifs par département, mais qui vont finalement découler successivement jusqu'à arriver à un pôle. C'est-à-dire qu'il y a l'objectif de la société, il y a l'objectif donc du département qui est en dessous. Voilà, exactement. Et on découle et comme ça, à la fin, on arrive à l'objectif typiquement des développeurs, de l'équipe de développement, mais qui eux, du coup, ont toute la chaîne de valeur. En fait, ils voient l'ensemble des objectifs et ils s'engagent pour ça aussi. C'est-à-dire que si eux ne répondent pas à leurs objectifs, ceux qui sont au-dessus ne pourront pas les faire et inversement. Bon, on essaye, on n'a pas dit que ça a marché encore, mais c'est l'idée. Merci. On pourra échanger aussi après. Merci beaucoup. Du coup, Kevin, est-ce que vous avez une question pour eux, histoire d'être équitable? Sinon,
On inverse la tendance et c'est eux qui vous posent des questions. Il y avait un autre élément de réponse pour la question de... Non? Ok. On a un peu explosé le timing. On n'a pas explosé le timing, mais on est chez nous, on fait ce qu'on veut. Non? Alors, c'est votre tour. Est-ce que vous avez des questions à poser donc, à Kevin et Philippe? Oui. Je repars. Bonjour. Moi, ma question concerne la gestion de portefeuille. Vous l'avez évoqué rapidement. Est-ce que vous avez essayé d'adopter la gestion de portefeuille Lean qui est proposée dans Safe sur certaines de vos entités? Et est-ce que vous avez constaté des bénéfices? Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées si vous avez essayé de faire ça? Alors, à ma connaissance, non. On n'a pas adopté, enfin, je ne sais pas si on a adopté une méthode de gestion de portefeuille. En revanche, je ne sais pas si ça correspond, enfin, si c'est aussi dans la question. Un point qu'on n'a pas évoqué et qui est une conséquence de la transformation qu'on est en train d'opérer, c'est vraiment de revoir la façon dont on gère notre portefeuille d'investissement, donc investissement projet. On va dire que jusqu'à maintenant, on a essayé d'avoir un portefeuille d'investissement qui était assez, qui pour moi se vouait entre guillemets agile, mais il n'était pas trop. Donc des donneurs d'ordre qui disaient, ok, on réarbitre des budgets de gauche à droite en fonction des besoins métiers. Et quand je le dis, c'était, on va dire, du pseudo-agile. C'est qu'en fait, côté IT, ça voulait dire que nos équipes devaient gérer potentiellement des augmentations de capacité ou des diminutions de capacité de manière beaucoup trop rapide. Donc même si on travaille avec des prestataires, l'idée c'est pas de faire entrer des gens et de les faire sortir 2 ou 3 semaines après, parce que ça prend du temps de s'embarquer sur nos applicatifs. Donc on va, l'année prochaine, passer sur un mode vraiment capacitaire, donc dire en début d'année, en fonction, peut-être 2 fois par an, éventuellement 3 fois par an, en fonction de la stratégie métier, définir la capacité des équipes informatiques à réaliser les projets, donc à faire du run et du change, toute la partie run est évidemment inclus dedans, et se tenir à cette capacité, et donc prioriser l'ensemble des besoins de la tribu et de la PMT au vu de la capacité informatique, et pas l'inverse. Donc ça a un impact important sur la gestion des projets d'investissement, parce que ça voudra dire, en fonction de ces capacités, quelque part, on a un tuyau dans lequel on essaie de faire passer le plus de projets possible, mais c'est la capacité qui drive la réalisation des projets et non pas uniquement des discussions budgétaires. Alors, je ne sais pas si ça correspond, ça répond à ta question. Mais... Alors, juste peut-être pour rebondir sur ce qu'on a fait avant, enfin, peut-être parce que un peu l'histoire. Donc, historiquement, on gérait X portefeuille, enfin on gérait. On avait une juxtaposition de portefeuilles de projets de taille assez variée. Ça allait de quelques millions à une grosse centaine de millions d'euros. Vous avez les ordres de grandeur en tête. Qui était géré localement sur un cycle annuel avec un budget qui était donné annuellement, qui n'était jamais révisé. Et à l'intérieur de ce portefeuille projet, souvent les projets étaient lancés également annuellement avec un budget géré annuellement, jamais révisé, et on essayait plus ou moins de suivre les jalons. Ça, c'était l'état de l'art en 2011-2012. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de mettre en place une gestion de portefeuille beaucoup plus dynamique, où on a cassé la dynamique du budget annuel, où on a imbriqué les portefeuilles les uns dans les autres pour avoir une gestion de l'ensemble des portefeuilles projets qui sont plus vus uniquement comme des juxtapositions, de manière à avoir la capacité de faire les arbitrages budgétaires au sein des portefeuilles projets, mais aussi entre les différents portefeuilles projets, répondant aux contraintes, aux besoins. Contraintes, c'est-à-dire on n'arrive pas à livrer ou on ne livre pas, ça ne livre pas, on arrête, ou aux nouveaux besoins qui ne cessent qui arrivaient. Ça nous a permis de gérer beaucoup mieux notre budget et accessoirement le dépenser, parce qu'avant on n'arrivait pas à le dépenser. Il y a des années, on rendait 30% de notre budget à la fin de l'année parce qu'on n'avait juste pas réussi à le dépenser. Ça c'est fini maintenant. Et effectivement, en raffinant cette méthode, qui n'est pas simple, parce que il faut se mettre dans la tête des sponsors qui voient le budget comme le fuel pour leur business. Donc quand on leur dit on t'en donne, mais potentiellement on va t'en reprendre, je veux dire que les premières personnes à qui on va en reprendre, il fallait prendre un peu d'élan, quoi. Bon. Mais on y est arrivé, et effectivement, un des points de blocage auxquels on est arrivé rapidement,
c'est quand on voulait faire des gros rebalancements budgétaires, où là on était bloqué sur l'élasticité de la capacité d'exécution quelque part. D'où, et comme l'exécution du portefeuille projet doit être à 80 ou 85% IT, renverser l'approche comme vient de le décrire Philippe. Est-ce que je me tourne vers le timekeeper? On a le temps pour une dernière question. Mais il y en a deux, il va falloir aller vite. Non, là, monsieur voulait poser une question, c'est juste pour se détendre le bras. C'est une question, alors, on fait par... c'est totalement injuste. Alors moi, j'ai pas bien compris quel a été le premier pas pour pouvoir aller en agilité à l'échelle. Est-ce que vous avez décidé de redéfinir d'un coup toute l'organisation? Donc c'est ce que j'ai l'impression de comprendre à la lecture, à l'écoute de ce que vous avez dit sur les CAPEX et la gestion budgétaire. Ou est-ce que vous avez décidé de mettre en place pendant un temps une sorte de transition en mettant en place une organisation virtuelle pour pouvoir délivrer un premier produit, un début de valeur, et petit à petit vous avez grossi? Ouais, non, c'est une bonne question parce que je n'ai pas bien expliqué. Je pense qu'en fait, une fois qu'on avait expérimenté, on avait de l'agilité qui tournait dans les équipes, des chaînes de DevOps et de Continuous Delivery, il y a deux de mes entités ou deux de mes sous-entités qui ont été plus loin et qui ont déjà expérimenté l'agilité à l'échelle sans changement organisationnel. L'agilité à l'échelle, c'est un operating model, ça ne nécessite pas un changement d'organisation. Et donc qui ont mis en place eux-mêmes leur feature team, leur management transversal après. Donc au début, ils ont appris. Et donc quand on a vu ça, on s'est dit oui, on peut aller un cran plus loin et il y a vraiment de la valeur qu'on va tirer de cette transformation à plus large échelle. Et c'est là où j'ai changé l'organisation pour faciliter la mise en place de ce modèle opérationnel dans l'ensemble de mes équipes. Et on a mis en place un programme de transformation plus ambitieux. Merci. Mais effectivement, je pense que comme chaque transformation est vraiment liée à la culture de l'entreprise, on n'a peut-être pas dit explicitement, mais démarrer par des pilotes ou démarrer par des périmètres pour expérimenter avant de se dire ça marche, il faut faire comme ça, on va plus loin de manière à l'échelle, c'est important. Merci Philippe. Du coup, je passe le micro à la deuxième personne. Bonjour, vous avez beaucoup parlé de culture d'entreprise, de people, de changement d'organisation. On voit le côté positif puisque vous avez réussi à délivrer des projets, vous avez réussi à vous réorganiser au niveau budget. Vous avez parlé de la carotte aussi, du mieux vivre au travail, d'avoir des personnes qui sont plus heureuses parce qu'elles ont la main sur les projets. Parlons un peu du côté un peu plus sombre et du bâton. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées sur les décrocheurs de ces nouvelles organisations, puisque vous avez des personnes qui ont dû être là depuis des décennies dans votre entreprise et qui du jour au lendemain ont changé de travail, et peut-être des ruptures, des licenciements, des démissions, etc. Comment vous arrivez à quantifier justement ceux qui ont vraiment décroché par rapport à ce nouveau modèle? Alors sur la partie, je pense que sur la partie business, on n'en est pas là, mais je laisserai Kevin commenter. Sur la partie IT, on va dire, donc licenciement, non, parce que vu l'attractivité du marché de l'IT, et bon, je pense que vu ce qu'on fait à la Société Générale, les gens se recasent plutôt bien à l'intérieur du groupe, parce qu'on est plutôt en avance dans mon département, et puis plutôt bien tout court. Après, oui, c'est vrai que on va dire que dans une structure plus hiérarchique, historiquement, on avait une couche de management, on va dire, supplémentaire. En termes de gestion de carrière, c'était plus lisible pour une partie des managers de dire bon bah voilà, je vais continuer à on va dire progresser dans mon parcours managérial, ce qui est peut-être moins lisible, évidemment, dans une organisation plus à plat où il y a plus de personnes, il y a un span of control par exemple qui est plus important. Donc c'est du travail en proximité avec les RH sur les parcours de carrière de nos collaborateurs, leur expliquer que oui, le management up c'est une progression, mais il y a aussi beaucoup de choses à faire en horizontal, il y a des énormes programmes, projets qu'on doit faire avec le métier qui sont super intéressants, qui apprennent aussi de nouvelles compétences à nos collaborateurs. Donc travailler sur tout ce parcours de compétences, ça a été, c'est un sujet super important et comme je le disais, qui est encore à travailler devant nous. Aujourd'hui, très franchement, il n'y a pas eu de départ massif ou de problème massif à gérer. Je pense que vu de nos collaborateurs, on va dire opérationnels, les développeurs et business analysts,
c'est quand même hyper positif parce qu'ils voient le métier au quotidien, ils voient la valeur qu'ils apportent au quotidien. Effectivement, peut-être continuer à travailler sur les OKR, etc. Mais ils voient bien cette valeur et ils voient bien aussi la valeur que ça leur apporte en termes d'employabilité. Après, oui, on continue à travailler sur les parcours de carrière et sur la formation pour l'ensemble de nos collaborateurs. Mais on fait tourner des sondages, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais aujourd'hui, on n'a pas de product owner qui voudrait revenir en arrière. Et à plus de 80%, nos collaborateurs sont satisfaits. Vous allez me dire, bah, OK, il y a 20% à gérer et on travaille dessus et c'est un vrai sujet. Mais globalement, le feedback est quand même très positif. Même question qu'il y a 10 minutes. On s'arrête là pour les questions. OK. Merci beaucoup, Kevin, Philippe.